Allez, je vous propose de démarrer. Je vais commencer par me présenter, c'est pas très poli, mais je suis Ronan Bertel, je suis le CEO de la société qui s'appelle Inagua, qui est éditeur de la plateforme Damas. Vous l'aurez deviné puisqu'on est ici, Damas est une plateforme no-code qui existe depuis 2012 et qui permet de construire des applications métiers pour toutes les entreprises, avec une particularité, c'est que on est assez focalisé sur les grands comptes en raison de... Merci, en raison... J'y arrive pas à plusieurs choses à la fois, c'est compliqué. Euh, on est focalisé sur les grands comptes grâce à un certain nombre de fonctionnalités qui permettent de garantir la sécurité des données, qui permettent de garantir la fiabilité du process, etc., etc. Donc on est assez focalisé sur ces aspects-là. Donc Application Builder, et donc aujourd'hui, je ne vais pas en faire beaucoup sur ce sujet. Donc j'ai dit grand compte, et il y a une particularité, c'est grand compte secteur public et secteur privé. Donc dans notre clientèle, on a beaucoup dans le secteur bancaire, immobilier, dans les services, et aussi dans le secteur public, avec ça va des communes jusqu'au ministère. Et parmi ces clients du secteur public, on a l'honneur et le privilège d'avoir la société IFP Énergie Nouvelle, et avec Anne Pinchina qui est là et que je vais interroger dans la suite de cette réunion, et je vais laisser se présenter. Alors bonjour à tous, donc Anne Pinchina, donc moi je suis chef de projet IT, on y reviendra un petit peu plus tard, mais je suis maintenant responsable d'une équipe de chefs de projet. Donc moi j'ai une formation informatique, tout ce qu'il y a de plus classique, j'ai commencé par le développement. Basiquement, je suis rapidement devenue en fait chef de projet, plutôt orientée fonctionnel et accompagnement des métiers. Donc voilà, basiquement, rédiger des spécifications, demander à des développeurs de faire des développements, recéter, mettre en production. Enfin, je pense que vous connaissez tout ça par cœur. Et puis j'ai donc commencé ma carrière dans des SS2I, évidemment, comme beaucoup d'informaticiens. Après, j'ai fait 12 ans dans une DSI pour un laboratoire pharmaceutique. Et dans ce laboratoire pharmaceutique, j'ai travaillé sur deux gros projets. Un premier projet qui était de mettre en place une application qui gérait toute la partie de distribution, prise de commande. Et c'était du full développement. Donc je connais bien le full développement. C'était tout fait maison. On avait même un framework maison. Et après, j'ai complètement basculé dans l'informatique du groupe, les filiales du groupe. Et là, j'ai déployé un ERP, un gros ERP, dont je tairai le nom, mais un gros ERP plus ou moins connu, dans toutes les filiales du groupe. Donc, je suis passée de développement full spécifique à on met un logiciel standard soi-disant sur étagère. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était obligé de tout le temps faire des développements spécifiques. Et après, donc, je suis arrivée à IFPEN. Alors Anne, est-ce que tu peux nous présenter l'IFPEN, ce que fait cette société, sa taille, la direction dans laquelle tu travailles? Alors, donc, en fait, IFP Énergie Nouvelle, en fait, on est un établissement de recherche, recherche en énergie. Alors, on a 4 axes prioritaires en orientation stratégique sur l'énergie. Donc, tout ce qui est climat, environnement, mobilité durable, hydrocarbures responsables et énergie renouvelable. Donc, on a vraiment des activités sur ces quatre pôles-là. Donc, au niveau de cet institut, donc, ça va certainement intéresser certaines personnes. Donc, on a un établissement public. En fait, on a un EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial. Donc, de ce fait-là, on est soumis à des réglementations imposées par l'État. On dépend de 3 ministères de tutelle. On dépend de l'enseignement supérieur parce qu'on a une école, on a IFP School qui est intégrée au groupe IFPEN. On dépend évidemment du ministère de la Recherche, ça va sous le sens, on est un établissement de recherche. Et on dépend du ministère de la Transition écologique puisqu'on est orienté essentiellement
énergie renouvelable maintenant. Donc on a 2 sites. Notre siège social est à Rueil-Malmaison. On a un deuxième site dans la région lyonnaise. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est à peu près 1600 salariés. Mais en fait, ça ne veut pas dire grand-chose, 1600 salariés, parce qu'on a énormément de thésards, vu qu'on est un établissement de recherche. On a beaucoup de post-doctorants aussi. On a pas mal de vacataires qui travaillent pour nous. Donc en fait, on est un peu plus de 2500 collaborateurs dans l'entreprise. Et bon, alors ça, c'est... Je vends un petit peu mon institut de recherche, mais on est parmi les déposants les plus importants en France, mais même internationalement sur certains axes de recherche. Peut-être juste dernière petite chose, je vais juste faire le pont sur la DSI. Donc moi, au sein d'IFPN, je travaille donc à la DSI, donc toujours dans l'informatique. Et donc dans cette DSI, on a 3 départements. Un département qui gère toute la partie infrastructure, exploitation, architecture, donc vraiment toute la partie technique. Un département qui gère l'informatique de la recherche et un département qui gère l'informatique de l'ensemble des fonctions support de l'entreprise, les fonctions administratives, donc direction financière, direction juridique, services généraux, DRH, communication. Et je fais partie de ce département-là. On verra après. Et du coup, Anne, du coup, c'est un panel intéressant. Est-ce que tu peux nous résumer les enjeux d'une DSI, d'une entreprise telle que IFPEN, donc, qui fait 2000 salariés, enfin 2000 collaborateurs? C'est quoi les enjeux de la DSI? Alors en fait, donc, on est une DSI, comme toute DSI, on a besoin évidemment d'être au goût du jour, de suivre un petit peu l'évolution de l'ensemble des autres DSI. On a quand même la particularité d'être un établissement public. Donc en fait, on est soumis à des règles qui nous sont imposées par l'État. Donc évidemment, on doit suivre toutes les règles réglementaires, ça, comme toute entreprise, mais alors nous encore plus, on doit nous donner l'exemple évidemment. Au niveau sécurité, on est pas mal surveillé aussi. Donc on a mis en place une PSSI, donc c'est une politique de sécurité de notre système d'information qui doit suivre les réglementations de la PSSE, donc la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. Donc on a, sur l'aspect sécurité, nous c'est assez particulier. On a aussi, comme beaucoup d'entreprises, mais on fait très attention à notre sécurité parce qu'on a peur de vol de données, puisque notre cœur de métier c'est la recherche et du coup c'est les dépôts de brevets. Donc on fait très attention à la sécurité de nos données, du fait qu'il faut qu'on sécurise notamment toutes les données qui concernent les recherches qu'on fait et les brevets. Donc quand on met en place une nouvelle solution au sein de notre DSI, on a évidemment chez nous un RSSI, un référent sécurité système d'information, qui fait passer des tests aux solutions qu'on va intégrer à notre SI, alors qu'on les intègre complètement on-premise ou qu'on les prenne en mode SaaS, mais à partir du moment où on est en mode SaaS et qu'on a potentiellement des collaborateurs à nous qui vont aller se connecter ou des interfaces qui vont se mettre en place avec une solution SaaS, on doit évidemment tout vérifier comme il faut. Donc on fait passer des tests à nos solutions, on envoie on envoie un questionnaire de sécurité avec une bonne quarantaine de questions, et on a pour chaque question un niveau de réponse attendu, et donc on établit une note finale sur la sécurité, et ça nous permet de dire oui ou non, cette solution aura le droit de passer. Donc notre RSSI a tous les droits, c'est-à-dire que si au niveau métier, au niveau informatique, mise en place, mise en œuvre, on est OK pour dire la solution nous convient, mais qu'au niveau questionnaire de sécurité, ça ne passe pas, c'est évidemment un no-go sur cette solution. L'autre particularité, le fait qu'on soit établissement public français, y a une question un peu de souveraineté aussi. La priorité est donnée aux solutions françaises, aux éditeurs français. On n'a pas d'obligation à le faire, mais on nous demande, dans la mesure du possible, de faire ça. Et par contre, toutes nos données doivent être hébergées à minima en Union européenne, mais dans l'idéal en France. Voilà. Donc c'est des petites choses comme ça qui sont importantes à suivre. Dans quel contexte d'entreprise étiez-vous au moment du choix d'une solution no-code? Qu'est-ce qui a fait
vous avez penché vers ce type de solution? Alors en fait, en 2017, donc ça remonte un petit peu, chez nous, on a pas mal de besoins, de processus, de formulaires, on peut utiliser le terme qu'on veut. On avait un certain nombre de formulaires qui étaient saisissables, qui étaient déjà digitalisés dans notre solution intranet. Et en fait, dès qu'on voulait changer une virgule, modifier le mail qui était envoyé ou rajouter un champ, on était obligé de passer par la prestation externe qui nous assurait donc les développements, et c'était relativement long. Donc en 2017, il a été décidé de s'équiper d'une solution de BPM qui permettrait cette digitalisation d'un certain nombre de processus. Comme on est établissement public, on est soumis aux appels d'offres publics. Donc on a fait un appel d'offres. Il y a une solution low-code qui a été choisie. Donc en 2019, il y a un projet qui a démarré. Et puis en fait, on s'est vite rendu compte que c'était du low-code sans forcément être beaucoup low-code, parce qu'on avait besoin d'avoir à demeure. Donc on avait un développeur chez nous en mode régie qui finalement était là pour paramétrer, voire développer des bouts de formulaire. Donc au bout de 2 ans, on avait réussi à mettre un seul processus en production. On en avait d'autres qui étaient péniblement en recette, mais dès qu'il y avait quelque chose qui ne convenait pas, on avait derrière une demi-journée ou une journée de développement. Donc au bout d'un moment, on s'est dit stop, là c'est plus possible, faut qu'on arrête, il faut qu'on trouve autre chose, il nous faut quelque chose où on soit autonome, on puisse être réactif, que ce soit facile d'utilisation. Et du coup, les critères, quels ont été les critères de choix des solutions no-code? Comment est-ce que vous avez sélectionné les solutions pour faire finalement votre choix? Alors, donc moi, je suis dans une équipe, donc je gère une équipe de chefs de projet. Donc nous, c'est simple, dès qu'il y a un besoin qui est remonté par les métiers, basiquement, on fait du benchmark classique, hein, on va sur Internet, et puis on tape un petit peu notre besoin. On commence un petit peu à se faire aider aussi par ChatGPT. Il faut être transparent, on lui pose 2-3 questions. Voilà, donc on a commencé à faire ça. Donc moi, avec mon passé de développement spécifique, j'ai commencé à me dire, bon, faut quand même qu'on arrive à trouver des solutions qui soient faciles. On était en 2021, donc le no-code, faut dire ce qui est, il commence à bien être connu. Enfin, c'est pas, voilà, c'est pour ça qu'on a des événements comme sur les 2 jours là, hein, c'est l'intérêt. Donc moi j'ai commencé à me dire, faut qu'on trouve une solution qui puisse nous permettre de digitaliser nos processus, parce qu'on avait un projet d'une 40aine de processus à faire, et j'ai dit on peut pas faire un processus tous les 2 ans, sinon dans 80 ans on y est encore. Donc voilà. Donc j'ai commencé aussi à chercher à avoir des webinaires. On a fait un webinaire sur la plateforme CXP, et du coup on a pu avoir une démonstration de la solution donc Damas, donc no code. Et donc là moi j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux solutions no code. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que on est un établissement public. Les établissements publics sont pas en général les plus modernes. Donc du coup, moi je suis arrivée avec mes gros sabots à la DSI, j'ai dit oulala, moi je vous propose, on met à la poubelle tout ce que vous avez fait, parce que c'était pas moi qui étais en plus chef de projet à l'époque sur ce projet. J'ai dit on met tout à la poubelle et puis on repart avec une solution no code. On m'a regardé avec des gros yeux comme ça, et j'ai dit on va y aller progressivement, je vous propose, on fait un POC, on essaye. Et donc c'est ce qu'on a fait avec la solution Damas. On a fait un POC, il fallait qu'on vérifie que ça pouvait correspondre. On a fait le questionnaire technique dont je vous parlais, parce que c'est quand même le point d'entrée pour savoir si une solution peut rentrer dans notre système d'information. Le POC a réussi à nous convaincre. Et comment j'ai fait pour convaincre la direction de la DSI? En fait, à un comité de direction, j'ai pondu un formulaire en 10 minutes. Alors, il était basique, évidemment, mais en 10 minutes, je suis partie d'une feuille blanche. J'ai construit un formulaire avec quelques champs et avec un workflow de validation qui permettait d'envoyer d'une part une demande de validation et d'autre part un mail définitif. Et ça a fini de convaincre tout le monde. Donc du coup, le CODIR a décidé qu'on se lançait dans un appel d'offres sur une solution no-code. Donc soumis aux appels d'offres, donc on a été soumis aux appels d'offres, donc on a eu plusieurs répondants, et c'est la solution Damas qui a remporté le marché.
Et donc, suite à ça, est-ce que tu peux, avec un peu de recul maintenant, est-ce que tu peux nous donner un aperçu de la diversité des process qui ont été automatisés avec cette plateforme? Alors, donc, comme je vous le disais, donc, moi, je suis dans le département informatique qui gère l'informatique de toutes les fonctions support, donc toutes les fonctions administratives de l'entreprise. Donc, on avait un périmètre initial au début du projet. Donc, du coup, le projet, il a démarré en 2017. On a fait une premier choix de solution en 2019. 2021, on a tout arrêté. On a décidé de partir sur un appel d'offres. Le temps de faire les appels d'offres, c'est un petit peu long. Donc, en fait, le projet n'a réellement commencé avec la solution Damas qu'au printemps 2022, donc relativement récemment. Notre périmètre, au départ, était de 39 formulaires identifiés. Et en fait, au final, maintenant, on est sur la fin du projet. Finalement, notre périmètre, il grandit. Alors, pourquoi il grandit ? Parce que on va le voir un petit peu plus tard, mais la facilité de mise en place d'un processus dans une solution no-code permet d'être très autonome. Et en fait, on a décidé de malgré tout se faire accompagner par l'éditeur Inagua, donc de la solution Damas, pour faire les formulaires, parce que nous, on n'a pas la dispo pour faire. C'est pas qu'on n'a pas les compétences, mais on n'a pas la dispo pour faire. Donc la plupart des processus sont faits par Damas, mais il y en a certains qui sont relativement simples et très rapides. Et en fait, on passerait presque plus de temps à écrire des specs, à envoyer ça à Damas que faire. Donc maintenant, il y en a certains qu'on fait, il y en a certains qu'on fait faire. Et donc, du coup, notre périmètre grandit. Donc, au total, on a 6 directions qui, aujourd'hui, ont déjà des formulaires ou vont avoir des formulaires qui sont partis en production. Donc, on travaille beaucoup avec chez nous ce qu'on appelle la DSES, donc c'est tout ce qui est sécurité, hygiène, etc. On travaille pas mal avec la DRH, la direction financière, la direction scientifique. Enfin, on adresse vraiment différents processus. Donc, pour vous donner une petite idée, j'ai regardé il y a vendredi, donc ça a peut-être augmenté depuis, mais on a déjà 45 000 fiches au sein de la solution Damas. Donc, au niveau, pour vous donner quand même des exemples, comme quoi on peut tout faire avec une solution no-code. En fait, on fait ce qu'on veut. On a des processus pour la restauration. Donc, chez nous, en fait, on a la possibilité de commander des sandwichs si on n'a pas le temps d'aller déjeuner à la cantine. Donc typiquement, la commande de sandwich se fait avec Damas. Les assistantes qui organisent des repas de direction passent aussi par la solution Damas et nos formulaires donc, dits de restauration pour faire cette commande-là. Au niveau sécurité, alors on a beaucoup de chercheurs qui partent à l'étranger sur des plateformes éoliennes, sur des plateformes pétrolières, sur des sites de recyclage de plastique, et partent pas mal à l'étranger. Donc toute personne qui part à l'étranger doit faire un plan de prévention des placements professionnels. Donc ça, c'est saisi dans Damas. Donc le chef de mission, quand il part, il renseigne ça, il renseigne tous les participants. L'ensemble des participants doivent valider tous les éléments qui ont été renseignés par le chef de mission et doivent vérifier qu'au niveau sécurité, tout est bien rentré. Et ensuite, on a le directeur de chaque direction, de chaque participant qui doit lui-même valider. Précédemment, c'était un processus qui se faisait manuellement dans un format Word classique. Les assistantes, par moment, glissaient le plan de prévention et puis le directeur, il signait rapidement sans trop savoir ce qu'il signait. Maintenant, on a fait conduite du changement. Les directeurs, au début, pour certains, ont un petit peu râlé. Et puis finalement, avec le recul, ils sont très contents. En fait, ils vont dans Damas, ils regardent les plans de prévention, ils savent où sont leurs collaborateurs et donc ils valident dans Damas. Autre exemple, demande de stagiaire. Voilà, quand on a besoin de recevoir, on souhaite recevoir un stagiaire dans l'entreprise, on peut saisir la demande à la RH pour demander l'autorisation d'avoir un stagiaire. Et puis alors notre top one au niveau du volume, où on a quand même 600 demandes qui sont saisies par mois, c'est la demande de manutention. Donc là, c'est un truc tout bête. Vous avez un gros carton qui est un petit peu lourd. Vous avez besoin qu'on vienne vous l'amener du bureau A au bureau B. Et ben vous saisissez une demande de manutention dans Damas. Quelques exemples. Mais bon, j'en ai plein d'autres si vous le souhaitez, puisqu'on a une quarantaine de formulaires concernés.
Et en termes d'organisation, quels sont les atouts d'une solution no-code par rapport à des solutions plus classiques? Alors, nous, on a vu une grosse différence sur la partie projet. Donc en fait, au début, la solution no-code, le principe, c'est de dire que c'est simple et intuitif. Oui, enfin, il faut quand même avoir un petit peu d'informations. Donc en fait, nous, on s'est fait accompagner donc, par l'éditeur Inagua sur la solution Damas. Ce qui est extrêmement efficace, c'est l'aspect co-construction. C'est-à-dire qu'en fait, on a commencé à, un peu basiquement, comme pour des projets informatiques classiques, transmettre des spécifications en disant, voilà notre besoin. Et en fait, ce qui s'est passé au début, c'est que donc, chez Damas, on avait des réunions de co-construction où le formulaire était construit, le processus était construit avec nous pendant qu'on faisait donc des réunions. Alors, la visio, ça fonctionne très bien. Nous, on a tout fait en visio. C'était absolument pas gênant. On se voit pour la première fois en physique aujourd'hui, d'ailleurs. Alors que ça fait déjà 1 an et demi qu'on travaille ensemble. Donc, en fait, on faisait de la co-construction. Donc, ça, c'est très, très bien parce que la co-construction, ça permet de mettre immédiatement alors j'allais dire en action, mais c'est pas le bon terme, mais de tout de suite paramétrer en fait ce que l'on souhaite. Ça permet de tout de suite corriger ce que l'on ne souhaite pas aussi. Et ces ateliers de co-construction nous ont permis en fait de nous former à la solution. Donc en fait au début on était vraiment dans du plus classique, c'est-à-dire on a un éditeur qui fait office d'intégrateur, donc à qui on donne notre besoin, qui paramètre un petit peu, on fait des ateliers de co-construction, on peaufine, on recette, on met en prod. Et maintenant, au bout d'1 an et demi, c'est ce que je vous disais, c'est un petit peu différent. Maintenant, il y a des formulaires, des processus qu'on fait entièrement tout seul. Et puis, il y en a où on demande encore un peu d'aide. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, nous, on ne fait plus de maquette. En fait, on fait directement dans la solution ce que l'on souhaite comme champ, comme processus, etc. Et on demande en fait juste à Inagua de finaliser notre formulaire pour éventuellement des règles de calcul ou mettre les champs obligatoires, les rendre obligatoires, enfin des petites choses où on pourrait nous potentiellement perdre un peu de temps. Et ça nous permet aussi du coup de faire pas mal de formulaires en parallèle. Donc moi j'ai une équipe de 5 chefs de projet. Et donc, à date, mes 5 chefs de projet traitent en général entre 2 et 3 processus en parallèle. Question courte, avantages, inconvénients, solution no-code? Alors, première chose qui me vient, c'est l'autonomie. Nous, s'il y a une raison pour laquelle on a basculé sur une solution no-code, c'est justement parce que dès qu'on voulait changer quelque chose, on était dépendant d'un prestataire pour nous faire du développement ou du paramétrage compliqué. Donc le fait de devenir autonome, en fait, ça nous donne de la réactivité. Et c'est très important. Alors nous, notre DSI était un petit peu mal vu ces dernières années. On n'est pas assez nombreux pour faire tout ce qu'on a à faire. En plus, il y a eu un petit peu l'échec avec la solution précédente pour la digitalisation des processus. Là, ça y est, on a un petit peu redoré notre blason. La solution Damas, maintenant, est bien ancrée dans la tête de l'ensemble de l'entreprise. Et du coup, ça permet de dire « Ah ok, vous allez me faire mon processus dans Damas. Bon, allez, dans 2-3 mois, c'est bon, c'est sûr, c'est en prod. » Alors quand je dis 2-3 mois, c'est pas parce que ça prend 2-3 mois à faire. Hein. C'est parce que c'est un peu long. On a toujours des problématiques de dispo chez nous, côté chef de projet, pour prendre en charge un nouveau processus. Ou surtout, notre plus gros point noir, et ça malheureusement la solution no-code ne réglera jamais rien, c'est la dispo des métiers pour faire de la recette. Donc moi j'ai des délais un peu longs, mais c'est juste parce que voilà, les gens sont un peu longs. Ce qui est très satisfaisant aussi, c'est pour les personnes qui font. Moi, mes chefs de projet, elles adorent travailler sur la solution Damas parce qu'en fait, il y a un petit côté satisfaisant d'avoir un résultat immédiat. On fait quelque chose, ça marche, les métiers sont contents. Donc c'est aussi satisfaisant de savoir qu'on travaille avec une solution et de prendre contact avec des métiers en disant « Vous ne connaissez pas encore bien la solution Damas ? Pas de souci. Vos camarades d'à côté, la direction d'à côté, ils sont contents, donc vous allez voir. » Vous allez être content et effectivement à la fin ils sont contents. Donc ça c'est super bien. Inconvénient,
Donc j'ai commencé à en parler un petit peu tout à l'heure, c'est la frilosité de partir sur des solutions no-code. C'est vrai que moi, la DSI, il a fallu que j'arrive à convaincre, en fait. Donc souvent, les gens, ils se posent des questions en se disant, mais est-ce qu'on peut vraiment tout faire? Est-ce que finalement, il n'y aura pas du développement spécifique? Au niveau sécurité, est-ce que ça respecte tous les critères de sécurité? Donc le gros inconvénient, c'est je pense que le no-code n'est pas encore suffisamment connu au sein des DSI et que potentiellement, il peut y avoir une peur à basculer sur une solution no-code. Question un petit peu complémentaire avec le recul. Quelle est la gouvernance qui a été mise en place chez IFP Énergie Nouvelle autour de cette solution no-code? Alors ça, c'est un vrai sujet, la gouvernance. C'est pas simple parce que, donc, comme je vous l'expliquais avant, on n'a pas une direction métier qui gère cette solution. On en a plein. Donc en fait, on n'a pas pu définir une vraie gouvernance comme on peut avoir sur d'autres sujets où nous, on fonctionne dans notre DSI, on a un référent applicatif côté DSI, on a un référent applicatif côté métier. Ben là, on ne peut pas le faire parce que face à chaque processus, ou en tout cas face à chaque direction, on aurait potentiellement un référent métier. C'est le côté transversal, en fait. C'est le côté transversal. Donc voilà, le côté transversal fait que c'est un petit peu compliqué de mettre en place une gouvernance. Donc nous, c'est simple, on s'est dit, nous, DSI, c'est nous qui allons entièrement gérer la gouvernance sur cette solution-là. Et c'est nous qui gérons complètement quel processus peut rentrer dans notre solution no-code ou pas. Ça permet quand même quelque chose, ça permet d'éviter le shadow IT. Je ne sais pas si pour certains c'est quelque chose que vous subissez. Nous, on a du shadow IT. Alors, nous, côté direction financière, côté RH, on n'a pas trop de difficultés avec le shadow IT. Par contre, côté recherche, on a des thésards, on a des doctorants, ils sont tous passionnés d'informatique et donc ils ont toujours tous la meilleure solution pour répondre à leurs besoins. Et du coup, ils font plein de choses dans leur coin. Bon, là maintenant, ça y est, c'est officiel. On a mis en place la solution Damas pour digitaliser tous les processus. C'est la DSI qui porte la gouvernance. Donc maintenant, ils sont censés nous demander et c'est nous qui disons OK, pas OK et qui l'intégrons au périmètre. Si on bascule côté RH, selon toi, quelles sont les compétences importantes pour faire du no-code dans une entreprise? Est-ce qu'il faut être un développeur reconverti ou est-ce qu'on peut y arriver sans? Alors tout à l'heure, on le disait en plaisantant quand on attendait un petit peu que la salle se remplisse, avec certains qui étaient arrivés un peu tôt. On disait, ceux qui ont trouvé la salle, c'est bien, ils sont capables de faire du no-code. J'ai envie de dire que c'est un peu ça. Pour faire du no-code, il faut pas grand-chose. En fait, il faut être à l'aise avec l'outil informatique. C'est sûr que si quelqu'un n'est pas à l'aise avec une souris et un clavier, ça risque d'être un petit peu compliqué de faire du no-code. Mais sinon, il faut simplement avoir l'appétence d'apprendre, parce que du coup, quelle que soit la solution no-code, il faut quand même avoir les grands principes de la solution. Il faut être rigoureux. Bon, je pense que de toute façon, quand on met en place, que ce soit en développement ou en solution no-code, il vaut mieux être rigoureux. Alors, c'est parfait, on est dans la bonne salle. Faut être joueur. En fait, moi, souvent, je dis... Alors, excusez-moi, je vais citer une marque, mais souvent, je dis Damas, j'adore m'y mettre parce que c'est ma récréation, j'ai l'impression de jouer au Lego. Donc, en fait, on a plein de petites briques, on a plein de petits outils, et puis grâce à ça, on arrive à construire des super trucs. Donc, une solution no-code, je pense qu'il n'y a pas besoin de compétences particulières, certainement pas. J'aime bien quand même le côté pas grand-chose. Hein. Faut être juste rigoureux, logique, structuré, curieux, motivé, joie. C'est à la portée de tout le monde. Non, mais c'est à la portée de tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir une formation spécifique pour travailler dans une solution no-code. Il n'y a absolument pas besoin de s'y connaître en informatique. Il n'y a absolument pas besoin d'avoir fait du développement informatique. Donc moi, pour vous donner une petite idée, dans mon équipe de chef de projet, j'ai une ancienne contrôleuse de gestion. Alors Excel, elle maîtrise. Mais alors l'aspect informatique, interface, développement, base de données, ça ne lui parle absolument pas. Par contre, maintenant, Damas, elle maîtrise sans souci et elle fait des processus toute seule. Donc non, il n'y a pas besoin de compétences particulières.
Et pour la suite, est-ce que chez IFPEN, vous prévoyez de développer un centre de service no-code, peut-être pour amplifier les usages ou pas? Enfin, en tout cas, c'est quoi l'avenir du no-code chez IFPEN aujourd'hui? Donc, bon, vous l'aurez compris, on est au balbutiement du no-code chez IFPEN. Hein, c'est le tout début. Ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à convaincre. Alors, un centre de service, non. En fait, vu comment on est structuré, vu que donc je suis responsable donc de l'informatique, des fonctions support de l'entreprise, toute nouvelle solution qui doit être installée passe évidemment par mon service. Donc en fait, on n'est pas un centre de service, mais on a un service qui étudie donc toutes les solutions. Donc ça va devenir un réflexe chez nous, dorénavant, de dire, OK, on a ce besoin-là, est-ce qu'on peut le faire avec notre solution no-code qu'on a actuellement? Première question. Si on ne peut pas pour des raisons X ou Y, donc par exemple, je vais vous donner un exemple, on veut changer notre ERP, on n'a pas pour vocation d'aller mettre notre ERP dans Damas parce qu'on ne va pas reproduire tous les processus d'un ERP dans Damas. En revanche, ce qu'on envisage, c'est de potentiellement sortir des fonctionnalités de notre ERP qui peuvent se faire dans la solution Damas et après avoir des spécificités comme par exemple la compta, vraiment pure et dure, où on aurait donc un outil spécifique compta. Donc en fait l'idée c'est de se dire finalement avant on avait un ERP, on va peut-être pas reprendre un ERP, on va prendre une solution vraiment dédiée pour la partie finance et puis le reste par contre on va essayer de le mettre dans la solution Damas. Ce qui est bien c'est que la solution Damas et le no-code, c'est devenu un réflexe chez nous, au sein de la DSI, mais même au niveau des métiers. C'est-à-dire qu'il y a des métiers maintenant qui tapent à notre porte, des directions pour lesquelles, pour l'instant, on n'avait pas encore pris contact, on n'avait pas identifié qu'il y avait besoin de leur digitaliser un processus, qui viennent frapper, qui disent « Oh, j'ai entendu parler de ça, ah, mais j'ai vu ça, donc moi, je suis très intéressée. » Donc, centre de service, non. En revanche, nous, on est déjà structurés de telle sorte que tout besoin arrive chez nous et donc on analyse et on voit comment on peut y répondre. Ok. Est-ce qu'avant de passer aux questions-réponses, tu voulais ajouter quelque chose dont on n'aurait pas parlé et qui te tenait à cœur? Alors, on n'a pas forcément... c'est vrai qu'on vous a mis des petites copies d'écran, quand même peut-être expliquer pour... je ne sais pas s'il y a des gens qui ne connaissent absolument pas les solutions no-code. Alors bon, peut-être pas parce que vu le salon, j'espérais que tout le monde s'y connaît un peu. Mais voilà, donc juste pour vous dire, là typiquement, alors je ne sais plus ce que j'ai mis. Oui, j'ai mis, d'accord, le plan de déplacement professionnel. Donc en fait, là ici, on a donc les champs de notre processus que l'on crée. Ici, on a notre workflow. Et puis si on va derrière, donc la grosse force, alors ça c'est super. Ça, c'est exceptionnel. Vous voulez dire une des grosses forces? Pardon, une des grosses forces. Non, ça c'est génial. C'est le niveau extrêmement fin de paramétrage que l'on peut faire. Là, ce qui est quand même extraordinaire, c'est de pouvoir dire ce champ-là, je l'affiche, je l'affiche pas, il est en lecture seule, il n'est pas en lecture seule, et je fais juste un petit clic avec ma souris. Et ça, champ par champ. Et ça, typiquement, nous, ça nous a fait gagner un temps fou parce que nos métiers à IFP Énergie Nouvelle sont dans l'impossibilité de se projeter dans le futur. Ils veulent toujours reproduire l'existant. Et donc, quand on leur montre quelque chose, ils ne sont jamais contents. Donc, du coup, on passe notre temps à itérer avec eux. Et si on n'était pas parti sur une solution no-code, on aurait mis vraiment 80 ans, comme je disais tout à l'heure. Et c'est la raison pour laquelle on avait mis 2 ans à sortir un processus. Là, maintenant, ils me disent « Oh, ben, je ne sais pas, etc. » On leur dit « C'est pas grave, c'est pas grave. Prochaine fois qu'on se voit, s'il faut, on changera. » Merci Anne. Je vous propose de passer aux questions-réponses si vous en avez. On a au moins une petite dizaine de minutes. Voilà. Désolé. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Moi j'avais 3 questions. La première, c'est comment...
sur le micro, c'est mieux. Ouais. Donc 3 petites questions. La première, c'est comment est-ce que vous gérez les données communes, des choses comme des codes produits ou des noms de clients, Alors, etc. Très bonne question. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Je ne sais même plus si c'était dans mes petites notes. En fait, donc, ce qu'on n'a pas dit, c'est que la solution Damas est une solution SaaS. Donc, tout simplement, en fait, on a des interfaces avec la solution Damas. Alors, on va rentrer un petit peu techniquement. Alors, vous m'arrêtez si je ne m'exprime pas bien, mais le principe de la solution Damas, en fait, ce sont des modules. Donc, un processus, ça correspond à un module. Et en fait, donc un module dans lequel on stocke un certain nombre de données, donc notamment un processus, on va y stocker notamment des champs, des informations sur qui a fait sa validation, etc. Donc on a des modules pour les processus et on a des modules aussi pour les données qui viennent de notre système d'information. Donc nous actuellement, je m'excuse, hein, j'ai ma petite pompe. Donc on a 11 référentiels en full automatique. On a aussi des référentiels en mode manuel. Typiquement, par exemple, les bâtiments. Les bâtiments, j'ai pas mis en place une interface entre notre SI et Damas parce que les bâtiments, ça change pas tous les 4 matins. Donc ça, on a décidé qu'on le faisait manuellement. Par contre, typiquement, on a donné la main aux métiers dans Damas pour qu'ils puissent aller eux-mêmes modifier les données manuellement sur les bâtiments. Donc simplement, que ce soit du no-code, du SaaS, du on-premise, aucune différence, on s'interface facilement comme on veut. Alors nous, on est un vieux SI qu'on essaie de moderniser, donc on fait des échanges par fichier encore, mais en fait la solution Damas fait surtout des API, donc il n'y a pas de difficulté en fait à se connecter entre la solution Damas et n'importe quelle autre application. Et en fait, les formulaires sont interconnectés entre eux, c'est-à-dire qu'un formulaire de gestion des déplacements professionnels va aller piocher dans le référentiel pour récupérer le collaborateur concerné, son service, qui est son chef, etc. etc. Pour même on peut compléter, ils sont tellement interconnectés qu'on a aussi des formulaires, des processus qui sont liés avec d'autres processus. Donc j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'on a, on a un gros groupe de processus qu'on appelle les autorisations de travail. Donc en fait, quand les entreprises viennent travailler chez nous, alors nous on est des sites Céveso, hein, on a de l'hydrocarbure, on a beaucoup de chimie, donc au niveau sécurité du site, c'est aussi très important chez nous. Donc toute personne qui vient travailler chez nous et qui n'est pas collaborateur IFPEN doit avoir une autorisation de travail. Donc ça, c'est quelque chose que l'on saisit dans Damas. Et pour compléter, selon l'intervention qu'ils font, on va avoir besoin de saisir un permis de feu, un permis de fouille pour creuser. Et donc la solution nous permet en fait de saisir une autorisation de travail, d'aller en plus saisir un permis de fouille. Et le workflow de l'autorisation de travail est dépendant aussi du propre workflow du permis de fouille. Merci. Alors, j'enchaîne avec ma deuxième question. Moi, du coup, 45 formulaires ou 45 processus, comment vous les présentez pour que les gens y trouvent le bon ? Alors en fait, on n'a pas fait un déploiement one shot. En fait, on les déploie au fur et à mesure, nos processus. Donc actuellement, on en a 20 qui sont en production. Donc le principe, il est assez simple. Alors il se trouve que nous, on a la chance chez nous d'avoir ce qu'on appelle la flash info. Donc c'est un mail qui est envoyé à l'ensemble des collaborateurs de la société tous les jeudis. Donc le principe est simple. Quand un des processus est à destination de l'ensemble des collaborateurs, on l'inscrit dans le flash info. Et donc dans le mail qui sort le jeudi qui précède le déploiement, on informe l'ensemble des collaborateurs. On y met un petit, donc souvent on fait un petit tuto vidéo, enfin ça dépend. En fait ça dépend. On a des processus qui sont tellement simples qu'on ne fait pas de tuto vidéo pour savoir comment le saisir. Typiquement, pour l'autorisation de travail et les permis complémentaires, on l'a fait. C'est pas tant pour que les gens sachent utiliser la solution, parce que la solution est extrêmement intuitive. C'est plus pour rappeler les bons process et ne pas oublier de faire ci, ne pas oublier de faire ça, ou prévenir le référent sécurité qui doit valider en amont, ou le rappeler que s'il a reçu un mail de Damas pour lui dire d'aller valider l'autorisation de travail, il faut bien qu'il le fasse. Donc souvent, on accompagne aussi. Voilà. Ça, c'est quand on est ce qu'on appelle grand public. Après, on a des processus. Là, on vient de mettre en place un processus sur la formation, sur les demandes pour organiser des formations en intra. C'est un public limité qui est ce qu'on appelle les correspondants formation. Là, on fait un mail d'information
uniquement aux personnes à qui est destiné le nouveau processus. Et après, c'est quand même nos métiers qui accompagnent le déploiement des métiers, qui du coup et potentiellement en reparlent, etc. Juste pour compléter, en fait, ici, on est sur la page d'accueil d'IFPEN, et en fait, tous les process sont des lignes en dessous qui peuvent être regroupées par métier, par thème, etc. Et donc, on circule très facilement là-dessus. D'autre part, chaque process ici a sa propre URL, et donc on peut créer des raccourcis depuis n'importe où dans l'intranet pour arriver directement sur le bon processus. Ouais, ça je ne l'ai pas dit, effectivement c'est très important. Nous dans notre intranet, en fait, on a une page qui s'appelle formulaire, dans laquelle on a des liens vers tous les formulaires. Donc avant, les liens, ça ouvrait des documents Word, des documents Excel, ou pour certains, notre ancien intranet dans lequel on avait des processus digitalisés. Là, quand on déploie un nouveau processus, on change l'URL pour pointer effectivement directement sur la page qui permet de présélectionner le processus. Alors là, je précise, je l'ai fait avec mon compte. Moi, évidemment, je suis administratrice sur le compte IFPEN, donc je vois tout. Mais en fait, évidemment, dans la super petite matrice où je vous ai dit qu'on peut sélectionner un champ qu'on voit pas, en fait, on donne tous les droits qu'on veut aussi par profil. Et donc, un collaborateur qui se connecte à Damas ne voit évidemment que les processus auxquels il a droit. Bonjour, j'ai une question. Alors, d'abord, merci pour votre intervention. J'avais une question. Dans votre organisation, vous fonctionnez comment pour la réalisation d'une application? Est-ce que vous fonctionnez plutôt sous forme de IT Factory? Donc, c'est l'IT qui réalise des applications et qui centralise toutes les demandes des métiers. Ou est-ce que vous fonctionnez sous forme de plutôt citizen developer? Vous formez les métiers à utiliser Damas, à créer leurs propres applications. Et du coup, pourquoi vous avez fait ce choix plutôt citizen factory ou citizen developer? Alors, je vais parler pour mon département, parce que c'est vrai que côté recherche, c'est un petit peu différent. Côté recherche, on a un IT Factory, mais c'est un petit peu différent. Du côté des fonctions support, pas du tout. On reste dans un cadre un petit peu classique, c'est ce que j'expliquais finalement. On a une gouvernance qui est gérée par la DSI. Donc en fait, nos métiers émettent ce qu'on appelle une fiche besoin. Donc d'ailleurs, les fiches besoins vont pas tarder à être digitalisées dans Damas. Typiquement, vous voyez, ça ne fait pas partie du périmètre initial, mais maintenant, en fait, dès qu'on utilise quelque chose au quotidien, on se dit ah bah tiens, pourquoi c'est pas dans Damas. Tout à l'heure, pour la petite plaisanterie, on va faire du flex office, et puis je disais bonjour à mes équipes par Teams tout à l'heure, puis ils me disaient ah, tu sais, on va faire du flex office, et puis ils nous demandent de savoir quel jour on va venir pour libérer nos bureaux. Alors tout de suite, on dit bon ben on commence à faire le formulaire dans Damas. Voilà, en fait maintenant ça devient immédiat. Donc pour répondre à votre question. Ça reste nous, la DSI, qui sommes maîtres et qui déterminons quand même si on met dans la solution Damas ou pas. Et après, une fois qu'on a fait ça, on travaille conjointement avec les métiers. Pour l'instant, c'est encore nous, l'équipe de chefs de projet, qui gérons complètement. Mais ça y est, moi j'ai des métiers qui commencent à me demander à avoir la main, qui commencent à me demander à être formés à la solution pour être autonomes et pour eux-mêmes faire leur processus. Donc moi j'ai acté, j'ai dit ok, moi je veux bien, mais par contre sous condition, vous allez avoir une formation en bonne et due forme, et dès que vous voulez faire un nouveau processus, vous demandez quand même à la DSI son accord, déjà pour qu'on le sache, pour qu'on puisse intervenir et faire niveau 1 support, j'ai envie de dire. Ça on l'a pas dit, c'est vrai que au niveau du support, quand on s'adresse à l'éditeur Inagua, maintenant, on est plutôt support niveau 2, voire niveau 3, c'est-à-dire que nous-mêmes, on fait le support niveau 1 parce que c'est suffisamment simple et facile pour qu'on intervienne tout seul. Et donc, ça reprend l'aspect autonomie dont je parlais. Donc oui, ça va venir. Ce n'est pas encore le cas chez IFPEN, mais ça va venir. Les métiers vont basculer dans la solution Damas pour faire eux-mêmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai une question par rapport à la structure, c'est-à-dire que pour le référentiel, il y avait un référentiel préexistant que vous avez adapté, vous avez développé from scratch dans la mesure où il y avait des process qui avant étaient faits sur des bouts de Word, peut-être ou pas, ou c'était le bout de papier. Comment ça se passe? Et en termes d'adoption,
est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient ultra obligatoires, des champs bloquants, etc. Dès le début, vous avez voulu faire vos carrés, ou voilà, vous avez été relativement souple en attendant de voir si les gens adhéraient à ces nouveaux processus et formulaires digitalisés, alors qu'avant c'était parfois sur le papier qui était parfois signé. Alors, j'ai plein de choses à vous dire. Déjà, premièrement, pas de développement. Vous avez utilisé le terme développement. Non, il n'y a pas eu de développement. Non, mais c'est important quand même de le souligner. Voilà, en fait, il faut bien se dire que quand on rentre là-dedans, on oublie le développement. Ce qui peut arriver, voilà, ce qui peut arriver, c'est que nous, dans l'utilisation, on se dise « Ah, ben ça, finalement, on aurait bien aimé que ça se fasse autrement. » Pas de souci. À ce moment-là, via la solution Damas, nous saisissons une demande d'évolution et c'est ensuite arbitré donc, par l'équipe technique. Ouais, ça, on décide en fait ça doit rentrer dans notre roadmap ou pas en fonction de l'intérêt, non pas seulement pour le client qui demande, mais pour tous nos clients, etc. Et donc on fait évoluer la plateforme. Ce qu'on se refuse toujours, c'est faire du développement spécifique pour un client. Donc si on estime que c'est pertinent, ben on va améliorer la plateforme pour qu'elle réponde à un nouveau besoin. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de la moitié de la roadmap qui est alimentée par les besoins de nos clients directement. Donc on se garde quand même un peu de place pour nous choisir vers où on veut emmener cette plateforme et ce qu'on souhaite lui faire faire. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de remontées de nos clients pour améliorer les choses. Nos clients et nos consultants internes aussi qui remontent aussi au quotidien leurs besoins pour faire évoluer cette plateforme. Oui, c'est vrai que l'info vient aussi des consultants parce que vu que tout fonctionne en co-construction, c'est vrai que du coup, on est face à la solution, le consultant est en train de paramétrer, puis on lui dit « Ah ben non, mais finalement, j'aurais bien voulu faire ça, ben comment ça se fait ?» Et puis le consultant va dire « Ah ben non, aujourd'hui, c'est pas fait, ben tiens, je vais faire une demande pour que ce soit mis à la roadmap. » Donc effectivement, je pense que tout le monde fait évoluer une solution. Mais attention, c'est uniquement pour faire évoluer la solution. Alors, au niveau fréquence de mise à jour, vous en avez quand même assez fréquemment. Oui, on est sur des. Enfin, pour ceux qui font du dev, parce qu'on a aussi. Notre métier, c'est aussi de développer cette plateforme. Donc, nous sommes des développeurs. Et donc, on a des rythmes de sprint à 3 semaines. Donc, toutes les 3 semaines, il y a des évolutions plus ou moins voyantes et plus ou moins importantes. Mais on a cette fréquence de mise à jour. Pardon, pour ma question du référentiel, en fait, c'est-à-dire que les données, elles sont hébergées chez vous ou chez un serveur que vous avez identifié ou c'est chez vos clients? Alors, comment ça se passe? Parce que la plupart du temps, on récupère les référentiels chez nous, par exemple les référentiels collaborateurs-services, etc. Mais ce que disait Anne aussi, c'est qu'on peut interroger les référentiels par API directement là où ils sont. Donc il n'y a pas de règle absolue. Voilà. Alors, comme je disais, nous, on est un SI un petit peu vieillissant. Donc, nous, on est obligé de passer par le mode fichier. Donc, nous, alors, c'est une solution SaaS. Donc, tout est hébergé complètement par l'éditeur sur son offre d'hébergement. Donc, nous, depuis notre système d'information, on extrait les données qu'on doit mettre en tant que référentiel dans la solution Damas. On met ça dans des fichiers, on pose ça sur des serveurs SFTP. Et ensuite, la solution Damas les récupère, les intègre. Et du coup, les données qui nous sont nécessaires pour nos processus Damas sont bien dans la solution Damas. Et comme le disait tout à l'heure Ronan, dans un processus, si j'ai besoin d'aller récupérer les collaborateurs, parce que je pense que dans tous nos processus, je pense que dans 100% de nos processus, à un moment donné, on va chercher nos collaborateurs pour être le bénéficiaire ou le demandeur. On va chercher les données directement dans les données qui sont dans la solution Damas. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une question, c'était plus sur l'après, les formulaires, de se rendre compte, est-ce que les managers, ils ont une vue liste de tous les process en cours, les statuts, est-ce qu'il y a des systèmes de notification? Alors, c'est vrai que je n'ai pas pensé à vous mettre une copie d'écran, mais c'est une très bonne question. En fait, il faut imaginer qu'un processus, quand il est saisi, ça correspond à une fiche. Et on a donc un accès fiche qui nous permet d'avoir une vision basique
part comme une liste, comme un fichier Excel. Donc la grosse force encore d'une solution no-code, c'est que cet affichage-là, il est complètement personnalisable. Donc il est personnalisable pour chaque individu qui peut s'enregistrer ce qu'on appelle des vues, sa propre vue, mais il est aussi personnalisable par un administrateur qui va pouvoir préenregistrer un certain nombre de vues et qui vont ensuite être mises en vue par défaut en fonction des différents profils. Donc si je reprends par exemple mes autorisations de travail, moi j'ai différentes vues pour ces autorisations de travail parce que j'ai les référents sécurité qui sont des référents sur certains bâtiments qui doivent voir des champs dans un certain ordre, donc on leur a fait une vue. J'ai les gens responsables des départements HSE, donc vraiment tout ce qui est sécurité, qui doivent voir l'ensemble des autorisations de travail. J'ai les personnes des entreprises prestataires qui travaillent chez nous qui ne doivent voir que les données qui correspondent à leur entreprise et ce n'est pas forcément les mêmes données. Donc tout est paramétrable. Ça, c'est la vision vue classique. Mais on a aussi des vues plus graphiques qui permettent aussi d'avoir une représentation sous forme de camembert ou autre, qui permet du coup d'avoir une vision un petit peu plus en fonction de l'état d'avancement du processus. Donc on a, par exemple, c'est le cas pour la demande de manutention. Pour la demande de manutention, on a différentes vues qui permettent de voir ceux qui sont à planifier, celles qui sont en cours, celles qui sont terminées, etc. Donc en fait, les représentations sont multiples. On a tableau, graphique. Si on a un champ GPS, on peut faire une représentation cartographique des fiches où chaque fiche est un point sur une carte. On peut faire des représentations sous forme d'agenda. Si on a un champ événement, on peut faire du sticker pour faire des vues Kanban. Donc en fait, en fonction des données qu'on héberge, on peut représenter les fiches de différentes façons. Donc la façon standard, c'est un tableau à la Excel, on va dire, avec la possibilité, contrairement à Excel, de faire des vues vraiment personnalisées, de pouvoir faire du tableau croisé dynamique en 2 clics, en comprenant ce qu'on fait, ce qui n'est pas toujours évident dans Excel, ou c'est pas à la portée de tout le monde en tout cas. Et puis les graphiques, on peut les regrouper sur une même page pour faire un tableau de bord, etc. Donc en termes de restitution, on fait à peu près ce qu'on veut dans l'outil. Et à chaque fois que j'entends un client qui me dit j'ai automatisé un export Excel pour faire un tableau de bord dans Excel, ça me donne des frissons, mais voilà, c'est comme ça. Je pense qu'on fait... à part pour alimenter un BI, c'est intéressant, hein, on peut aussi exporter des vues pour alimenter un BI, pour croiser les données qui viennent d'une application Damas avec des données qui viennent d'autres outils. Ça, c'est vraiment pertinent. Mais si c'est juste exporter de la donnée pour la réexploiter, pour faire un graphique dans Excel, parce qu'on n'a pas pris le temps de regarder comment fonctionnent les graphiques sous Damas, c'est un peu dommage, quoi. Mais voilà. J'avais une autre petite question très rapide. Est-ce qu'il y avait des formulaires externes, on va dire obligés de se loguer ou pas obligés de se loguer, pour des entreprises extérieures par exemple, des systèmes comme ça Ouais, en fait, Anne disait tout à l'heure, on est une solution extrêmement sécurisée. Donc extrêmement sécurisée égale toutes les personnes qui se connectent à la solution doivent être identifiées, authentifiées. Donc ça, c'est le principe de base. On a quand même quelques fonctionnalités qui permettent un accès non authentifié. C'est ce qu'on appelle l'ajout anonyme, c'est-à-dire qu'on donne un lien, une URL qui permet d'ajouter une fiche dans un formulaire sans être identifié dans ce formulaire. Mais du coup, ça ne permet que d'entrer de la donnée dans la solution et pas d'en sortir, évidemment, puisque c'est une solution très sécurisée. Mais on a cette possibilité de faire de l'ajout anonyme. On a même la possibilité de générer une app Android ou Apple correspondant à un formulaire qui permet à des gens non habilités de venir ajouter une fiche, là encore. Et l'exemple type qu'on a de cette application, c'est par exemple les déclarations pour les communes, les déclarations d'incidents, voilà, un graffiti dans la rue, etc. Les communes peuvent avoir une app qui donne à leurs administrés pour déclarer ça. On peut dire aussi SSO. Nous, par exemple, typiquement, IFPEN, on n'a pas ce besoin-là de sociétés externes qui se connectent. Donc, du coup, nous, on est en connexion SSO, donc c'est transparent. Donc, ce qui fait que nous, on a mis sur notre intranet, on a un icône Damas, et les gens, ils cliquent sur cette icône-là, et du coup, ils arrivent directement sur la page d'accueil avec les processus auxquels ils ont droit. Et ce qu'on n'a pas dit aussi au niveau sécurité, c'est qu'on peut très simplement, toujours dans la super matrice magique, décider de chiffrer un champ en base de données.
Donc le chiffrement, là aussi c'est un process assez complexe. Là aussi c'est un process assez complexe. Il donne la garantie que même nous, éditeurs de la plateforme, on n'a plus accès aux données qui sont chiffrées. Alors, il y a quelques contraintes de restitution de la donnée, puisque comme nous, on la connaît plus, c'est-à-dire que le serveur la connaît plus, donc il ne peut pas la restituer, trier, filtrer, etc., puisque le serveur ne la connaît plus. Mais on peut la restituer, on peut la redéchiffrer sur le poste de l'utilisateur, donc l'utilisateur la voit évidemment en clair. Mais voilà, donc on est allé très très loin dans la sécurité des données pour des données ultra sensibles. Et typiquement aussi, nous, on a un serveur dédié, IFPEN. En fait, c'était la condition sine qua non pour qu'on parte sur une solution SaaS hébergée à l'extérieur. Donc, on a notre propre serveur et effectivement, pour un des formulaires, on nous avait imposé d'avoir du chiffrement de données. Donc, au début, on a activé le chiffrement de données. Et puis, finalement, les métiers souhaitaient pouvoir continuer à faire de la recherche, du tri, du filtre, etc. Donc, ils nous ont demandé d'enlever parce qu'ils ont dit, vu qu'ils ont passé le questionnaire technique et que la note était plutôt bonne, ils ont dit, on enlève le chiffrement de données. Donc, finalement, ils sont revenus en arrière pour des questions de praticité au quotidien, mais on avait cette possibilité-là. Merci. Bonjour, merci pour la présentation et pour le retour d'expérience. Juste, est-ce qu'on peut ouvrir le volet coût pour savoir si vous avez pu mesurer en fait le coût que ça a pour vous de posséder cette plateforme et de l'utiliser versus ce que vous aviez avant? Il est 10h58, c'est trop tard. Merci beaucoup. Non, c'est juste pour voir si le monde no-code vous a ouvert des perspectives financières ou pas du tout, c'est ISO. Alors, c'est absolument pas ISO, puisque comme je disais tout à l'heure, nous avions pris un développeur en régie, à demeure, qui a développé pendant 2 ans chez nous, en prestation, donc un coût avec un TJM quand même pas négligeable, pour nous sortir un processus. Donc, le coût de mise en œuvre, il n'est pas négligeable, évidemment, parce qu'on passe du temps, malgré tout, c'est du no-code, donc c'est beaucoup plus rapide, hein, mais on y passe quand même un peu de temps. Mais le coût de mise en œuvre n'a strictement rien à voir avec une solution classique. Après, quant à l'utilisation de la plateforme, en fait, le modèle de tarification Damas est lié au volume que l'on a dans la solution Damas. Donc, du coup, la réponse, je ne peux pas vous dire oui ou non, parce qu'en fait, ça dépend comment on l'utilise. Plus on va utiliser la solution Damas, plus évidemment ça va coûter cher, mais d'un autre côté, plus ça rend service. Ça rend service. C'est-à-dire que nous, la question, elle est assez basique. Quand on avait précédemment un Word ou un Excel, oui, ça va peut-être nous coûter un petit peu plus cher de l'avoir dans Damas, et encore pas beaucoup plus cher, parce que maintenant qu'on a mis en place tous nos référentiels pour les premiers processus, ça va nous coûter l'ajout d'un seul module. Donc ça, c'est un petit coût, mais pas important. Mais par contre, pour le gain, notamment pour tous les... En fait, là où nous, on a vu un gain, c'est tous les processus de validation. Donc, je n'ai pas répondu, pardon, je m'excuse, mais ça me revient maintenant sur la question de notification. Tout se paramètre dans le workflow. Toutes les notifications qui sont envoyées par mail pour demander des validations ou juste pour informer, tout se paramètre très facilement. Et en fait, on se rend compte que du coup, les gens respectent beaucoup plus les démarches qui sont à faire. Et du coup, oui, ça a un coût, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, on a un gain. Au niveau sécurité, typiquement, les autorisations de travail, alors juste pour le signaler, il y a eu une réunion avec le CSSE et notamment des élus. Alors, je tiens à le souligner parce que souvent, dans ces réunions, les élus ont plutôt tendance à dire tout ce qui ne va pas. Et là, on a parlé des autorisations de travail et permis complémentaires, qui était un gros changement au sein de l'entreprise. Et il y a quand même un élu qui a dit, en tout cas, c'est quand même un très bon progrès, Damas. Donc voilà. Donc c'est pour dire que oui, ça a un coût financier, mais c'est pas grave, parce que par contre, le gain au sein de l'entreprise est bien. Mais dans votre, oui, c'est pas grave. Mais dans votre argumentaire de conviction auprès des décideurs, est-ce que ça a joué? Est-ce que vous avez dû jouer sur ce volet-là pour essayer de faire adopter la solution à ceux qui y achètent au final? Ou pas du tout, vous le saviez pas encore? Alors si, on a fait. Alors nous en plus on est appel d'offres public, donc de toute façon on est obligé de
de définir un marché avec des montants financiers avec nos fournisseurs. Donc en fait, nous, on a fait une estimation. En fait, ce qui s'est passé sur le projet, bon, je vous en ai pas parlé, mais on a fait en fait un état des lieux de l'ensemble des processus qu'il y avait au sein de l'entreprise. Et pour chacun des processus, enfin les plus connus, on va dire, parce qu'on en découvre encore, pour chacun des processus, on a dit, ça, oui, ça peut aller dans une solution métier classique. Donc je vais vous prendre un exemple. On a une solution de GTA chez nous, gestion du temps et des absences. On avait des formulaires de demande de saisie d'absence exceptionnelle. Il se trouve que la nouvelle version de notre solution GTA permettait ça. Ça, on ne le met pas dans Damas. Bien évidemment, quand on a un processus qui peut être porté par la solution applicative métier, on le laisse au bon endroit. Donc on a fait un état des lieux comme ça de l'ensemble de nos processus, et tout ce qui ne rentrait pas dans une brique purement métier applicative, on l'a mis dans la solution Damas. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé à 39 processus à digitaliser. Donc on a fait notre estimation financière par rapport à ces 39 processus. Donc quand je me suis présentée en comité de direction pour proposer qu'on bascule sur une solution no-code, alors c'était avant qu'on lance l'appel d'offres, donc on ne connaissait pas quelles allaient être les tarifications et les prix transmis par les candidats à cet appel d'offres. Il se trouve qu'on avait déjà fait un POC avec Damas, donc j'ai pu faire une estimation en disant, voilà, avec la solution Damas, le coût sera ça. Et en termes de... L'utilisation de la solution inclut quelque part la maintenance, l'hébergement, etc. Donc en fait, j'ai envie de dire que c'est un coût presque classique d'une solution que l'on fait héberger à l'extérieur ou d'une solution qu'on héberge chez nous, mais du coup, on n'a pas les coûts internes de maintenance, etc. Mais par contre, en termes de consommation, on a à peu près kiff-kiff avec une solution, c'est pas un peu plus cher, pas moins cher, c'est à peu près équivalent. Par contre, le vrai gain, c'est sur la partie mise en œuvre. Je suis désolé, le temps nous est compté. Si vous voulez continuer à échanger, on a un stand juste en dessous en B12, donc n'hésitez pas à passer nous voir, ou B11, voilà, vous reverrez le logo Damas. Et je reste Merci aussi beaucoup. la journée avec eux, donc vous pouvez aussi venir me voir. Merci beaucoup.